très heureux d'arriver en plus un jour tellement particulier de cette espèce de remise à niveau de la Vendée par rapport au reste du monde, après ces élections qui ont révolutionné l'image de la Vendée de l'extérieur, puisque forcément, que de passer comme ça avec une droite vendéenne qui si positionnée depuis tant d'années, depuis tant de générations, et qui tout à coup s'écroule devant un mouvement novateur qui prône l'entrepreneuriat. Et ça, c'est peut-être pas un hasard. Ça, c'est peut-être ça aussi. Alors ça, c'est formidable, parce qu'en fait, la tombe qui enterre le bœuf, ça, c'est déjà un truc extraordinaire, quand même. C'est vrai. La tombe enterre... Et symboliquement, Saint-Pierre le Vieux, qui donne le plus jeune député de l'Assemblée. Quand même formidable aussi, tu vois. Et alors après, ce qu'on peut se dire, c'est que dans ces nouveaux élus de la République En Marche, il y en a quand même 2 qui avaient essayé de se faire élire en Loire-Atlantique, et quand on n'y arrive pas en Loire-Atlantique, on se rabat sur la Vendée. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est pour la tombe et pour Galerno. Hein, ils avaient tenté beaucoup, hein, sur Nantes. Ouais. Le Nantais a toujours été méprisant pour le Vendéen, vous savez. Ben, ça, j'aime pas les Nantais. J'ai jamais aimé le Nantais. En plus, ils voulaient nous fourguer un aéroport au nord, alors que moi, je propose depuis quelque temps de le placer sur le lac de Grandlieu. Vous voyez, que Vinci est spécialiste sur les territoires humides. Donc là, il pourrait en plus faire de l'innovation, on pourrait faire atterrir que de l'hydravion. Ça rajouterait la singularité vendéenne. Parce que je trouve qu'actuellement, notre singularité vendéenne, en plus, est en train de commencer à s'étioler. Donc il y a quelque chose de ça à rajouter. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais moi, à mon avis, ça a un lien avec la foi vendéenne, ce qui s'est passé aux dernières élections. Oui, parce qu'il y a une autre foi que celle du religieux en Vendée, c'est malgré tout celle de l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose, malgré tout, d'une certaine... il y avait, sans doute qu'avant, il y avait les aristocrates du coin, mais en Vendée, il y a quand même un culte des entrepreneurs. Je suis persuadé de ça. Et je suis persuadé qu'il y a un lien avec ça. Peut-être que vous, non, mais je crois que si. Après, on verra ce que... Puis en plus, c'est vrai, la Vendée de l'extérieur, vous savez qu'elle a mauvaise réputation. Moi qui voyage partout en France et dans le monde francophone, je vois bien que de l'extérieur, les gens ont encore une mauvaise idée de la Vendée. Et j'en suis fort mari. Moi qui suis en plus... Attendez, je ne suis pas une girouette qui change d'avis comme de chemise, mais je suis sur une chaise. Ma chaise vire à gauche, mais à droite pour vous. Donc ça, c'est donc parfait. L'ordre des choses est rétabli. Donc, en tout cas, non, je vais rester debout. Finalement, j'aime bien ça. Ça va me faire digérer. Ça fait aller mieux après. Donc... Oui, vous savez à quel point, je ne sais pas si tout le monde me connaît ici, mais en tout cas, vous savez à quel point j'aime la Vendée. Il s'est né-su en Vendée, il était affié en Vendée, dans une gorouée de Aubigny. Et il y a un moment donné même, j'étais obligé de me justifier parce qu'on tournait un clip à Saint-Jean-de-Mont sur la plage des Demoiselles. Et il y avait quelqu'un de l'opposition à Saint-Jean-de-Mont qui avait refusé qu'on me donne une subvention parce que j'étais pas vendéen, j'étais en Deux-Sèvres. Je commençais juste à faire mes trucs à Pougnérisson. Donc j'avais fait une lettre en disant que, en plus, j'avais été totalement traumatisé adolescent, parce que je vivais avec plein de gens qui avaient des origines multiples. Et moi, j'avais cherché mon arbre généalogique que j'ai fait à 19 ans. Désespérément, je cherchais quelqu'un qui serait venu exogène. Quelque chose qui aurait pu faire un espèce de mélange de gènes, mais non. Moi, j'étais un pur Vendéen à 100%, même avec ma mémé j'ai une mémé bâtarde. J'ai une mémé qui est née 7 ans après la mort de son père. Donc, mais on a retrouvé le père, tout le monde le connaissait dans la commune, c'était un Vendéen aussi. Donc, il y a même du côté des bâtards, c'est pur. Donc, je suis un Vendéen pur souche. Et, en plus de ça, un Vendéen né dans un milieu de paysans, fermier, propriétaire terrien, et s'appelait Zacharie Duréau de Haguet-Gonnière, baron de Monty de Rezé. Un noble dégénéré, vous savez. Il n'y avait plus que des gars à la fin, des cousins germains. Alors, ils essayaient bien entre eux, mais ça ne marchait pas. C'était un gars très sympathique. Et mon père aimait beaucoup ce vieux propriétaire qui arrivait avec une déesse toute pourrie, un père impair.
toute rouée. Et puis souvent c'est charentaise quand il venait les voir. Mais c'était un bon zig. C'était un bon zig. Et il y avait un respect. Mais quand même, je voyais mon père faire notre maître. C'est pas un geste anodin quand même, ça, quand on voit son père qui dit notre maître. Et il se trouve jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais ce Vendéen de la paroisse. Ma première langue était donc mon patois. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'était pas un catholique, moi? Non, vous parlez de qui? Votre maître, ton propriétaire. Et donc, jusqu'à l'âge de 6 ans, je parle mon patois. Et moi, il me semble pas, jusqu'à l'âge de 11 ans même, vraiment dans un cours d'école, parce qu'on n'est que les fils de paysans. École privée, l'école libre, on est que les fils de paysans. L'école laïque, on est dans le bourg, on est les autres, les bourgadins. Et donc, le choc, c'est à Saint-Louis. En arrivant là, tout d'un coup, les petits bourgeois de la Roche qui regardant les paysans de l'amenage qui arrivant et qui commençant à dire « T'as vu comment ils parlent ?» Et là, le choc, la violence de ça. Puis quelques années plus tard, un autre choc violent, mais positif. Je veux racasser la fille à Malard qui s'occupe de l'égaille d'Aubigny. Et l'égaille d'Aubigny est à l'Amical Lake. Et moi, je suis à la troupe paroissiale. Je commence à faire du théâtre, parce que ma mère faisait du théâtre déjà à la paroisse. Donc, je suivais. Quand on a une raise en Vendée, on suit la raise. Il n'est pas facile d'en sortir pour passer dans le sillon d'à côté. Et donc, moi, là, je demande à aller à l'Amical Lake. Donc, je fais mon crossover à l'âge de 15 ans. Je passe de l'autre côté, du côté obscur de la forge. Vous voyez ce que ça fait dans les oreilles? Eh ben, ça me l'a fait dans le ciboulot pareil. Et donc, je me suis retrouvé à caraler sur un mur entre les gars de la paroisse qui me garrochaient des pierres en disant que j'étais un traître, et puis entre ceux de l'Amicale laïque qui ne voulaient pas entendre parler de moi parce que j'étais un calotin. Et ça m'a donné, à 15 ans, un début de maturité politique extraordinaire. Je me suis dit que d'un côté et de l'autre, le dogmatisme, de toute façon, c'était pas mon histoire. Et que je garderais cette liberté-là. Parce qu'à caraler sur le mur, on voit les choses d'un peu plus haut, puis on regarde les osias, puis on les entend subir dans le ciel. Et là, à 15-16 ans, dans cette amicale laïque, j'ai découvert l'esprit critique. Parce que là, moi, dans ma vie de paysan catholique, il n'y avait pas d'esprit critique. On se faisait discret, on se faisait pas remarquer. Pas avantageux. On n'est pas avantageux. Chez le paysan de Vendée, on n'est pas avantageux. On ne se met pas devant. La preuve, Guyot était même derrière, là, cette fois-ci. On n'a pas servi grand-chose. C'est comme le salpêtre, normalement. Ça passe devant, mais là, non. Et donc, je découvre là, c'est l'éducation populaire. Hein, je pense que dans toute société, et notre société, en plus, on le sait bien en Vendée aussi. Parce que le nom, en parlant de Guyot, c'est pas un hasard aussi. Il vient de la Jacques. Il vient du syndicalisme paysan. Il vient de tous ces gens qui ont été formés dans la Joque ou dans la Jacques, et dans tout un tas d'autres mouvements d'éducation populaire, qui étaient souvent liés à la paroisse, mais qui étaient liés aussi à une espèce d'envie collective de réinventer les choses et de se former. Et ce troisième pilier d'éducation, la famille, l'école, l'éducation populaire, on l'a abandonné extrêmement vite sur nos territoires aussi, mais un peu partout. Et pourtant, ça c'est un moteur d'une jeunesse, c'est un moteur de formation absolument extraordinaire. Pour moi, c'était une école d'expérimentation. Et là, à partir de 15-16 ans, il a commencé à aller collecter des anciens, à tout d'un coup faire ce mouvement qui était la prise de conscience de la richesse de mon histoire, de celle qui m'avait jamais été racontée, à travers un mouvement qui s'appelait l'UPCP, l'Union Poitou-Charentes pour la culture populaire, qui avait été lancé par un protestant du sud des Deux-Sèvres, qui envoyé au régiment, à la guerre, pas au régiment, à la guerre en Algérie, on lui avait fait enregistrer des chants de femmes berbères. Et il était revenu en disant, on m'a envoyé là-bas, on m'a fait enregistrer ces femmes pour justifier notre présence là-bas, mais ici, sur notre territoire, on ne nous a jamais appris notre histoire. On ne nous a jamais appris à garder la fierté de notre territoire. On nous a appris l'histoire de gens dont on n'a rien à faire, d'histoires réinventées,
Parce que la plupart du temps, les histoires de rois, il y a longtemps que le storytelling, il se fait dans l'histoire de France. Tous les rois de France ont réinventé leur histoire. Tous les grands hommes politiques ont réinventé leur histoire. On l'a fait réécrire quand on a les moyens ou quand on a les idées. Et lui, il dit, on va faire l'inventaire de la culture des petites gens. On va faire l'inventaire des gens ordinaires, de cette culture qui fait un peuple. Parce qu'en plus de ça, il se trouve qu'on était dans les périodes d'éradication des langues régionales. Et vous savez qu'il y a une chose, en plus en Vendée, Dieu sait si le rapport au patois est compliqué, parce qu'on n'est pas dans une vraie langue, nous. Hein, c'est ça qui est dit. Pas comme le basque, pas comme le breton. Nous, c'est du français déformé. Hein, c'est tant de lieux communs. On prendra un peu plus de temps. Je vous dirai à quel point c'est une erreur. Il ne peut pas y avoir de français déformé, parce qu'on n'aurait pas parlé avant le XVIIe siècle. Les gens avaient envoyé de la goule avant. Et en plus, vous savez qu'on a parlé même occitan sans doute une partie du temps, parce que je disais ça tout à l'heure, qu'à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, on parlait occitan. Son grand-père était le premier troubadour de l'histoire. Il n'y aurait pas eu d'Occitanie sans le Poitou. Et donc, Richard Cœur de Lion, qui allait tuer son sanglier dans les forêts de Talmont, eh ben, écrivait ses poésies en occitan. Donc on était sur une zone intermédiaire entre l'Oil et l'Oc. Et donc, juste pour pas trop m'éloigner de mon propos, en supprimant les langues, on supprime aussi les moyens de transmettre une culture. Et quand j'ai lu un monsieur qui s'appelait Claude Duneton, qui a écrit un livre qui s'appelait Par les croquants, lui c'était un Corrézien, et il raconte le choc pour lui. Quand il monte à Paris, il se retrouve dans des bistrots et il s'aperçoit que là, il y a une malice, il y a une inventivité, il y a un rire, il y a eu un continuum, parce que la langue s'est réinventée dans un français des quartiers, tout ça, mais il n'y a pas eu une éradication. Et quand il retourne dans ces cafés de Corrèze, il n'y a plus un rire dans les cafés, parce que les gens ont appris une nouvelle langue, mais une nouvelle langue détachée de tout ce qu'elle amène en culture. Et quand on supprime une langue, on supprime aussi les outils de transmission. Et on supprime le génie d'un peuple, le génie d'un territoire. Et ça se transmet longtemps après, pendant des générations et des générations, pas juste la génération qui suit. Donc, c'est pour ça que cet inventaire de la culture populaire, il était formidable à faire. Moi, j'ai passé, comme je dis, ma jeunesse au cul des vieux. Alors quand je dis ça, on fait « Oh !» Non, j'avais une tendresse pour... J'étais amoureux de mes mecs qui avaient 85 ans ou de 90 ans, et j'étais formidablement amoureux d'elles parce qu'elles me racontaient des choses, de la beauté de la dureté de leur vie, et en même temps d'un génie qu'elles portaient. Les contes qui m'ont été racontés, les chansons qui m'ont été racontées, les vies qui m'ont été transmises. Ça a été une chance extraordinaire. Et moi, quand à 25 ans... J'étais à l'écurie d'Aubigny, mais en même temps, je cultivais du hashish dans le maïs de mon papa. On était la seule compagnie qui faisait du folklore, qui fumait du hashish comme ça autant. Quand je dis c'est pas beau, vous allez me dire c'est pas beau, mais le 26 205 Johannes, vous croyez que c'est mieux? Ça rend pas les gens si fous? Et le Noah, pareil. Et donc, à 25 ans, quand je commence après avoir... Parce qu'en plus que ça, c'est la prise de conscience de mon histoire à moi, la prise de conscience de la richesse de mon territoire, ça me donne une curiosité sur le reste du monde. Ça me donne envie d'aller voir ailleurs. Et je commence à aller, je vais traverser les États-Unis en stop pour aller voir la Maison Bleue à San Francisco. Je vais en Afrique de l'Ouest pour aller vendre des 404. Traverser le Sahara avec 35 voitures de front. Wouah! Et au pied d'un baobab, je commence à écrire ma première chanson de rock en patois vendéen. Parce qu'en même temps, je me dis, ce qu'on m'a transmis, je veux pas que ça soit du folklore. Je veux que ça soit une culture vivante. Et là, je rejoins là-dedans quelqu'un que j'ai lu beaucoup plus récemment, qui s'appelait Frantz Fanon, qui est un des théoriciens du colonialisme, guadeloupéen, ayant été beaucoup en Afrique subsaharienne, puis en Algérie, et qui raconte comment, quand un peuple est colonisé, il abandonne sa langue au profit des colonisateurs. Il veut plus entendre parler de ça. Et en Afrique, moi j'ai vécu un peu au Ghana, c'est extraordinaire de voir
tous les dimanches, tout le monde sortir avec les habits, les bobbies, etc. Et ils allaient au cricket ou aux courses de chevaux avec des machins qui avaient 40 ans et ils continuaient à reproduire les attributs des colonisateurs parce que pour eux, c'était infiniment meilleur que leur culture de base. Et Frantz Fanon disait qu'à un moment donné, les colonisés reprennent leur vieille langue, par exemple, mais avec une dimension folklorisée, plus du tout vivante. Et on est exactement là-dedans, nous, dans nos territoires. On veut bien du patois, mais on le veut sur cette forme folklorisée, encanaillée, on va écouter un conteur patoisant, on va dire « Oh, c'est des bonnes blagues !» C'est-à-dire c'est une langue pour rire, c'est une langue pour le sanctifier, une espèce de bon vieux temps, du paysan, on peut rire de lui, mais en aucun cas une langue de créativité. Alors que n'importe quelle langue au monde a son génie. Il y a une manière de décrire le monde chez nous qui est formidable. Les mots qui racontent la pluie qui tombe. Il y en a infiniment plus qu'en français. Formidable. La petite pluie, quant au lavrite, une petite pluie d'avril qui touche à peine le sol. Quant au fnas, quant au brim, quant au lado zabadev, le gros boyard, une petite sagnaille. Formidable. J'adore. Les mots. Vous savez, une langue, c'est une passoire à nouilles qu'on a sur le nez, avec des trous à des endroits. Quand on change de langue, on change de trou sur la passoire à nouilles. C'est une autre manière de voir le monde. Et toute personne qui a une langue supplémentaire a une manière de regarder le monde différemment. Si on avait juste appris le français comme langue véhiculaire, parce que je suis très heureux, moi, de vous parler en français, j'adore cette langue. C'est une langue qui... J'adore cette langue. Et en même temps, j'aime ma langue maternelle, mais d'une manière émotionnellement incroyablement puissante. Quand je vais en Norvège, tout le monde parle le dialecte encore. Tout le monde parle le norvégien. Et tout le monde parle anglais. Et il y a un rapport aux langues qui est d'une simplicité. Mais nous, on est les héritiers de la première langue mondiale avant l'anglais. Puisque le français est la première langue mondiale après le latin. Fin du XVIIe siècle, le français devient la langue des cours d'Europe et de toute la diplomatie mondiale. Et à la Révolution française, il n'y a que 2 millions de Français qui parlent le français. C'est une langue aristocratique. On a enlevé 50 000 mots du français. À l'époque de Rabelais, il y a 100 000 mots dans le dictionnaire. Après Malherbe et l'Académie française, il n'y en a plus que 50 000. On a enlevé tout ce qui était populaire, tout ce qui était un peu sale, tout ce qui sentait un peu le pâté. Voilà. Et donc, on en a fait une belle langue aristocratique. Par exemple, on a gardé au niveau de l'artisanat que dans le domaine de la joaillerie et de l'équitation. Là, il y a beaucoup de mots. C'est le seul domaine d'artisanaux où on a gardé du vocabulaire. C'est extraordinaire comment cette langue va être utilisée par les aristocrates pour arriver à devenir la langue des Lumières et faire cette espèce de chose de l'abbé Grégoire qui va dire en 1793 qu'il faut éradiquer les patois, ce qu'aucun peuple sur Terre n'a fait. Et en mettant d'un côté la France des Lumières qui parle le français et la France des patois qui est celle de la réaction, de l'arriérisme, de l'arrière-pays. Et on a toujours ça, on vit toujours en France avec cette espèce de dogme de la langue unique qui fait qu'on a une telle incapacité même à parler les autres langues et même à accepter cette possibilité que aujourd'hui, de toute façon, vous êtes condamnés, vous qui faites des quêtes dans la vidéo, à parler un anglais tous les jours dans votre... Et l'anglais est la langue mondiale de toute façon. Et que nous, on devrait naître en 3 langues. Et si on avait notre dialecte, en Allemagne, ils ont encore ça, les dialectes. Formidable, formidable. Quelqu'un qui a 2 langues dès le départ, il est avantagé. Même si on sait bien qu'il y a des bilinguismes qui sont nobles et d'autres moins. Bilingue allemand, français ou anglais-français, ça va très bien. Mais turc-français ou arabe-français, ça c'est pas du bilinguisme, bien sûr. Je ris. Et je vous dis ça parce que ça sous-tend un peu tout mon travail par la suite après. Ça sous-tend quelque chose de moi qui est... À 25 ans, j'étais animateur, parce qu'après avoir passé du temps en Irlande, où j'étais allé faire une étude dans les Gaeltacht, dans les zones de parler gaélique, pour voir si justement l'identité donnait quelque chose à l'économie, parce que ça me semble intéressant. Ça me semble toujours intéressant d'ailleurs. On voit bien qu'en Vendée, c'est pas anodin aussi, cette espèce de sensation identitaire très forte, et par rapport à l'esprit communautaire. Hein, ce que dit Sylvie Robillard, Jean-Michel, toi, la femme qui a fait l'étude, pas pour la CCI, pour la Chambre. Ouais. Et cette étude qui n'est pas encore publique, hein, qui dit « multiples entre nous, entre eux, uniques
devant l'adversité, la sensation de l'île en Vendée, la sensation d'être dans une île, de se vivre comme dans une île, qui est à la fois un refuge et à la fois une prison. Mais à méditer, mais ça sera ça intéressant, je pense, quand elle va travailler là-dessus. Hein. Et moi, en tout cas, ça a sous-tendu. Je suis devenu un artiste, mais je ne suis pas un artiste, je suis plutôt quelqu'un. Je me considère comme un passeur, comme quelqu'un qui a eu envie d'utiliser la richesse de mon héritage pour tenter de donner des outils d'émancipation aux gens qui seraient devant moi. Et pour ça, le conte, la rencontre avec le conte a été majeure. Il se trouve que le conte merveilleux, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les contes, toutes les religions ne sont faites que de mythologie. Vous savez, avant le religio latin, on appelait toutes les religions du monde des mythologies. On appelle aujourd'hui mythologie des religions secondaires, par rapport aux religions du livre, qui seraient plus nobles, de la révélation, et qui, elles, s'appelleraient religion. Et tout ça, s'est fait depuis l'origine de l'humanité. Les hommes racontent des histoires pour donner un sens à leur vie, pour apaiser les démons, pour apaiser les angoisses, l'angoisse de mourir, l'angoisse de tout, du vent qui vire, de la lune qui disparaît, l'angoisse du monde. Et donc les hommes ont inventé des dragons, des monstres, qu'ils portaient à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qu'ils ont essayé d'accrocher aux rochers, aux pierres du chemin, pour essayer justement de donner un sens à leur vie. Et ça, ces contes-là, moi, quand j'ai commencé à entendre les contes, je me suis dit qu'il y avait là, c'était des petits logiciels de vie. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a des histoires qui sont racontées aux humains pour les aider à appréhender les duretés du chemin. Parce que, finalement, tout conte est une entreprise personnelle. C'est une mise en route. C'est un homme qui se met en marche. C'est un homme qui sent un appel parce qu'il lui manque quelque chose. Alors il se met en marche. Et sur sa route, il va rencontrer des éléments qui vont l'aider et des éléments qui vont se mettre en travers de son chemin. Et tous les contes ne parlent que d'une chose, de notre voyage intérieur, de notre manière de nous comporter avec les forces qui sont en opposition à l'intérieur de nous et les forces qui sont en adhésion avec nous. Tout être humain passe sa vie à passer le plus grand de son énergie à se battre contre lui-même. Et le conte nous apprend ça. Il nous apprend finalement à ne plus être fâché contre l'homme à l'extérieur, mais à s'apaiser avec les colères qu'on porte à l'intérieur de nous. Et moi, cette idée de pouvoir utiliser ces outils, qui sont pour moi des outils de culture populaire extraordinaires, et de pouvoir les utiliser en même temps en faisant rire, en divertissant. Ça m'a semblé un outil extraordinaire. Parce que les contes populaires, c'est un art populaire le plus populaire du monde. C'est-à-dire que toute personne peut venir écouter un conte. Tu n'as pas besoin d'avoir les codes du théâtre. Il n'y a pas besoin d'être savant. Toute personne peut entendre des histoires et le prendre à son niveau et picorer ce dont il a besoin pour son évolution à lui. Toute personne. Et ce sont des outils philosophiques, métaphysiques qui sont vraiment formidablement efficaces, extraordinaires. J'ai rencontré, en plus à un moment donné de ma vie, sur les Champs-Élysées, un type qui bossait que pour les très grosses entreprises du CAC 40, et il était dans son fauteuil roulant, et il ne travaillait qu'à partir des contes de Grimm, pour les mecs qui venaient le trouver, et qui étaient en perte de vitesse dans leur entreprise, dans leur manière, et il les faisait travailler que sur des contes de Grimm. Et il avait un retour assez efficace, intéressant. Et je crois que les contes, parce que justement, il y a quelque chose là qui est utilisé au quotidien, d'ailleurs, vous savez bien, hein, ce qu'on appelle le storytelling aujourd'hui, mais on l'utilise beaucoup pour passer le filtre de la raison, parce que les contes touchent directement l'émotionnel. Donc ils ont cette capacité-là à passer le filtre de la raison pour qu'on les reçoive pleinement au niveau, et on puisse avoir, par exemple, des réflexes d'achat ou de vote disons, démultipliés. Mais le conte, dans sa vision lumineuse, est un outil, pour moi, d'émancipation des gens. Et tout mon travail artistique a été là-dessus. Parler au-dessus du parquet et en dessous le parquet. C'est-à-dire au-dessus du parquet en prenant
des personnages, souvent de mon enfance, des personnages que j'ai collectés, des gens drôles, souvent des poètes du bord du chemin, des types dont j'avais envie de raconter la vie parce qu'elle était drôle, etc. Et en même temps, en les mettant dans des histoires qui pouvaient donner un sens très profond aux gens. Et donc, il est fait rire de même, dès le début, et en même temps, les gens percevaient la dimension très profonde de ces histoires. C'est-à-dire que la force poétique, la force d'enrichissement personnel, et en même temps la drôlerie. Et dès le départ, j'ai commencé, je suis devenu professionnel en 85. En 87, j'ai commencé à travailler. Je me rappelle, ma première entreprendre, ça veut dire attaquer. Le premier jour où j'ai entrepris la région parisienne, c'était à Montreuil. Et ce soir-là, j'ai entrepris la banlieue parisienne par la face Est, donc. Et j'étais dans une soirée où il y avait 12 nationalités qui racontaient des histoires. J'étais le plus exotique de tous. Ce que je racontais en patois, mais à l'époque à cache, du bon patois B-A-cache. Et en plus de ça, j'avais jamais raconté d'histoire dans une médiathèque ou dans une salle de spectacle, mais toujours avec mon groupe de rock en patois. Donc ça garochait le bois. Et donc les gens, enfin, ils faisaient comme ça. Et donc très rapidement, je me suis fait une place au niveau du milieu nationalement. J'ai une vraie reconnaissance. Et puis j'ai rencontré les bonnes personnes. Parce que dans notre milieu, là aussi, c'est pas le réseau, mais c'est la manière de pouvoir s'entourer, de pouvoir démultiplier. Et là, je voudrais juste vous raconter une petite anecdote, qui est peut-être la plus belle leçon de coaching. C'est quand j'étais animateur dans le Marais Poitevin, à Vouillers-le-Marais. Il y avait, j'étais un jeune animateur sur 9 communes de ce pauvre Marais qui est quand même tellement perdu pour la France. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez. Et donc là, il y avait un type qui était un bénévole avec qui je bossais, jeune gars. On était à boire un coup à la cave. Puis à un moment, il me dit, Yannick, t'es un 1, toi. Pourquoi tu dis ça? Ben, tu vois, t'emmènes les gens avec toi, t'emmènes plein de gens avec toi, t'es bien, toi, tu nous donnes envie. Ah, je commençais à me carrer, moi, tu sais, j'ai 25 ans, t'es un 1, c'est bien. Puis il me dit, puis moi, je suis un 0, moi, tu vois, je suis un 0. Moi. Et pourquoi tu dis un 0? Il dit, attends, Yannick, attends. Tiens, moi, je suis un 0, mais oublie, écoute-moi bien. Un 1 tout seul, ça fait rien qu'un. Mais un 1 avec un 0 derrière, ça fait 10. Puis avec 2 0 derrière, ça fait 100. Oublie jamais ça, Yannick. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Tout d'un coup, et il me disait que ta beau est une locomotive, si tu es tout seul sur tes rails, mon pauvre vieux, tu ne feras pas grand-chose, tu ne vas pas transporter grand-chose. Et la capacité à s'entourer, la capacité et dans le milieu artistique, c'est pareil. C'est bien sûr que moi, je suis un produit comme un autre. Et personne n'a besoin de moi. Donc il faut que je crée le besoin pour arriver à me vendre. Si j'arrête demain, si j'anticipe pas, parce que moi, mes spectacles, je dois les préparer 3 ans à l'avance pour trouver les théâtres qui vont être partenaires, pour trouver les gens qui vont m'amener l'argent pour les prochaines productions, trouver les endroits où je vais créer le spectacle, fabriquer l'équipe qui va m'accompagner, à la fois pour fabriquer le spectacle, c'est-à-dire éclairagiste, vidéaste, lumière, mise en scène, aide à l'écriture, et après trouver les gens qui vont communiquer autour. Et moi, il se trouve que voilà, il a fallu, et j'ai trouvé les bonnes personnes au bon moment. En particulier le producteur, qui est toujours mon producteur, que j'ai rencontré en 87, qui s'appelle Olivier Poubelle, arrière-petit-fils du fameux préfet Poubelle, qui a inventé la gamelle à poubelle en 1870 et quelques. Et il n'avait pas un nom facile au départ. Hein. Les premières fois que j'allais chez lui, je voyais sur son répondeur de téléphone à l'époque, il me disait, écoute, et là, pendant 5 minutes, tu avais des gens qui déversaient des horreurs sur son répondeur. Ben, les gens avaient trouvé un exutoire. Tu sais, il a toujours besoin de déposer sa peine quelque part. C'est toujours ça. Hein, un pèlerinage d'ordures. Et Olivier Poubelle, en tout cas aujourd'hui, on a commencé ensemble, et lui, il a fait son chemin, parce qu'il est le premier producteur et le dernier gros producteur indépendant en France. Il a le Bataclan, c'est lui qui est copropriétaire du Bataclan. Il a le Bouffe du Nord,
la maroquinerie, les Trois Baudets. Il est le plus gros opérateur de rap en France, en actionnaire majoritaire. Il a un label anglo-saxon et il fait tourner en chanson française à peu près pas mal de monde, tu vois. Nous, on n'a jamais signé un papier, par exemple. C'est pas mal, ça. Au cul des vaches. À l'ancienne. La parole. Comme en Afrique, comme dans plein de pays du monde. Ou quand on écrit un papier, on se dit qu'est-ce que ça veut dire un papier? On peut se tromper avec un papier, on sait bien. On est en train de remettre aux causes beaucoup la culture soi-disant écrite. On se rend compte actuellement, par exemple, que la culture écrite est totalement a menti tout du long. C'est-à-dire tout du long, il y a eu des gens qui ont mal copié, qu'on copié, qu'on traduit de manière erronée volontairement. L'écrit nous paraît comme parole d'évangile, alors que peut-être que l'oralité a des vertus beaucoup plus importantes. Ça, c'est intéressant au niveau de la transmission, même pour nous tous. Et en tout cas, voilà, j'ai rencontré ce producteur-là dans les années 80 qui m'a soutenu énormément et qui m'a permis d'avoir une visibilité au niveau, en jouant à Paris régulièrement, parce qu'on est des produits. Donc nous, il faut qu'on se montre pour être achetés par d'autres théâtres qui vont nous faire montrer au public. Moi, le filtre, vous, peut-être que dans certains de vos métiers, vous avez les acheteurs des supermarchés. Eh bien, nous, c'est pareil. Ça s'appelle les programmateurs. Et il faut passer les mêmes fourches codines que les mecs qui vont vendre dans les box de supermarchés. Avec... ouais, même chose. Et en plus, on est passé en 20 ou 30 ans à une culture de masse, une consommation culturelle de plus en plus importante, et au niveau des politiques, d'un sens de la communication culturelle aussi de plus en plus important. Donc de plus en plus de villes ont recommencé à instrumentaliser la culture pour en faire des outils de com. Et donc pour pouvoir y prendre, ils préfèrent mettre une grosse vedette qui va coûter infiniment plus cher au coût plateau pour pouvoir faire la photo après le spectacle avec la vedette et pouvoir la mettre dans son bulletin paroissial, j'allais dire. Communal, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, vous voyez, donc, là, nous, au niveau culturel, on est rentré, et vous savez qu'aujourd'hui, la culture en France pèse aussi lourd que l'automobile. Hein, sinon plus, je crois que les chiffres étaient parus l'an passé, un peu plus même. Et souvent, je sais que pour les gens de l'entreprise, on a vu la culture comme étant juste un repère de gauchistes, un repère de gens qui voulaient rien foutre, alors qu'on sait très bien que l'intermittence, c'est le rêve du capitalisme. C'est bien sûr que c'est l'emploi le plus flexible qui soit, puisqu'on embauche à la journée. C'est extraordinaire quand même. Hein, bon, enfin, juste, oui, vous dire ça, vous dire que, voilà, moi j'ai eu l'impression d'être en même temps. Mon père avait une certaine liberté dans son travail. En plus, à son époque de paysan, lui, il arrêtait son showmaker, avec RTL pleine porte, et puis il s'arrêtait au coin du champ pour parler avec le gars. Il avait cette liberté de s'arrêter quand il voulait, où il voulait. Et moi, j'ai gardé ce sens de la liberté, cette envie de liberté, cette espèce de chose de... Je crois que... Et je me suis toujours dit que j'avais pris la suite de mon père. À ma façon. Et j'ai pris sa suite. Et j'ai essayé de réparer un héritage culturel qui a été abîmé énormément et qui l'est toujours au sein de la Vendée. Parce que je me pose beaucoup de questions forcément sur cette identité vendéenne. Elle a une dimension très forte, avec des outils très forts, qui sont le Puy du Fou, qui sont le Vendée Globe, mais qui ont parfois occulté tout le reste. Et qui ont parfois occulté la conscience des singularités culturelles de ce département. La langue, bien sûr, en fait partie. Pour moi, elle est importante parce que ça fait partie de mon ADN, comme on dit très aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a d'autres marqueurs culturels comme ça dans ce département qui seraient importants à repérer pour éviter que, tout doucement, ce pays, ce département se standardise, vienne comme les autres. Il y a un sens du collectif, il y a un sens de l'échange collectif, un sens qui est très fort, mais qui a besoin d'être entretenu aussi par d'autres marqueurs, qui sont peut-être des marqueurs communautaires, etc.
et qu'on ne pourra pas réfugier dans la religion qui, forcément, là aussi, elle marque des signes de fatigue. Surtout, en plus, avec une reprise en main qui n'est pas toujours de bonne aloi sur le département. La soutane ne fait pas tout. La soutane ne fait pas tout. C'est sûr que la soutane versaillaise dans un pays rural, je vais vous dire, ma mère, qui fait toutes les messes d'enterrement au Bini, elle n'est pas ravie. Hein, elle n'est pas ravie. Et c'est vrai que quand on pense à toute cette église vendéenne, très marquée quand même par quand même une volonté de Vatican II de moderniser aussi ce département, et il y a eu un écho très fort ici dans ce département-là, très très fort. Et aujourd'hui, tous ces anciens, les paroissiens, ils vivent très très mal cette reprise en main de la soutane. Et voilà. Et je me dis que ça, c'est des schismes potentiels dans un département comme le nôtre. Il y a quelque chose de assez... Alors, ce département multiple entre soi et uni devant l'adversité, faut encore qu'il soit capable de se re-questionner et de se reposer la question de qui il est, et il a besoin de ça. Je pense que ce département, pour moi qui y tient beaucoup, mais qui le voit un peu plus de l'extérieur, parce que moi j'y reviens boire la gougoute à maman, boire mon eau de lourde avec mes caillebottes, et puis mon pastis, et puis je repars pour regarder ça de l'extérieur, de ce tout petit département à côté qui est les Deux-Sèvres, les Belous, vous savez. Eh bien, ces Belous, paradoxalement, ils souffrent d'un manque d'identité, d'une marque collective. Mais individuellement, il y a des choses dans ce département très très intéressantes. Parce qu'ils ont gardé des choses d'un patrimoine très fortes. Leur paysage, il y a un certain nombre de marqueurs qui sont vraiment intéressants. Avec un manque collectivement, parce que ce département n'existe pas beaucoup, quoi. Mais, donc je trouve ça assez intéressant, moi, de regarder la Vendée un peu de loin. Et vous savez que je vais faire une traversée à pied là, de la Vendée, de mon village natal d'Aubigny à mon village fatal de Pougnérisson. Donc, et je vais marcher entre le 11 juillet et le 23 juillet avec un âne et un double poney. Hein, à la façon de Don Quichotte et de Sancho Panza. Et aller rencontrer des gens qui ont des initiatives. Donc, par exemple, on va aller voir les gens de Saint-Mémin qui, avec Fleury Michon, sont en train de travailler sur les producteurs de légumes bio pour arriver à fournir les... on va aller Roger Sarr, on va aller voir à la maison de Pierre Barou, pour parler de paysage vendéen. Le lendemain, je ferai une rencontre avec... Enfin, il y a plein de... Vous verrez ça, il y aura un petit programme qui tournera de toute façon. Je suis en train de préparer un spectacle, le prochain spectacle sur la langue, justement. Je vois bien que c'est quelque chose qui me travaille un peu la couenne. Donc j'ai un spectacle qui va s'appeler « Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour », qui fait référence aussi à ces traumatismes qui ont été étudiés par plein de psys en tout genre, et qui dit, vous savez, une langue... On voit des mots qui seraient à la surface de la mer. Et Dieu sait si en Vendée, l'équilibre entre l'océan et la terre est une chose importante. C'est peut-être ça qui donne, justement, faire et en même temps rêver le monde. Mais faire, parce que la terre, c'est l'endroit du faire. Et cette rencontre du ciel et de la terre, ici en Vendée, elle a quelque chose de très fort. Et en fait, dans une langue maternelle, c'est comme s'il y avait un fil très ténu qui reliait les mots aux émotions les plus profondes. Et le jour où on interdit à quelqu'un de parler de sa langue maternelle, on coupe ce lien entre le sens des mots et les émotions profondes. Et on s'est aperçu, très récemment, une étude dit que dans une langue secondaire, on a une éthique infiniment diminuée par rapport à sa langue première. C'est très intéressant. Forcément, ça m'intéresse beaucoup. Et il y a plein de traumatismes, de dépressions diverses et variées qui ont été étudiés par rapport aux gens qui ont perdu leur langue maternelle. Et quand il y a quelques années, je voyais des rapports de députés qui disaient qu'il fallait forcer les primo-arrivants à parler français à leurs enfants, pour des femmes qui ne maîtrisaient pas le français, elles auraient appris quoi, 2-3 mots, et elles auraient fait des enfants totalement handicapés de la tête, hein, comme ça se passe encore. J'ai une anecdote que j'aurais peut-être finir là-dessus. Je suis allé à l'île de la Réunion, où vous savez que 85% des enfants qui arrivent à l'école parlent créole. C'est la langue courante de l'île.
On est sur la République française, mais ils ont une autre langue, qui n'est pas plus reconnue, sauf on est comme il y a 50 ans chez nous, par rapport à l'attente. Alors, c'est très paradoxal, parce qu'il y a des nouveaux dispositifs normalement qui sont faits pour aider le créole, mais on veut bien le laisser, mais pas trop quand même. On voudrait apprendre le créole, mais en français. C'est ça un recteur a dit ça. Oui. Il faudrait faire des classes bilingues, mais en français. Et j'ai une amie là-bas qui est responsable de l'enseignement du créole pour le primaire. Il y a 5% de profs dans le primaire qui sont assermentés pour faire des classes bilingues. 5% sur un territoire qui est quand même pas très grand. Ça veut dire qu'on y va au compte-gouttes. Et elle me raconte cette anecdote d'une petite fille de 6 ans qui arrive dans sa classe et qui ne parle pas. Et au bout de 3 mois, elle se dit, mais ce sont des symptômes autistiques. Et elle fait venir les parents. Il n'y a que la mère qui vient. Et la mère ne parle que créole. Et la mère finit par lui dire, en créole, bien sûr, qu'ils ont 5 enfants et qu'elle, c'est donc la 5e. Les 4 premiers sont en échec scolaire à cause du créole, parce que justement, ils parlent créole, ils ne maîtrisent pas le français, donc ils sont en échec scolaire. Donc, à la naissance de la 5e enfant, ils ont décidé de ne pas lui parler du tout, pour pas qu'elle soit handicapée. Alors, c'est un cas, bien sûr, mais ça veut dire quand même que dans notre République française, on est capable on a si peu d'empathie ou de capacité d'accueillir la différence de l'autre. J'ai partagé une conférence avec un monsieur qui s'appelle Toby Nathan, qui est ethnopsychiatre et écrivain. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Ethnopsychiatre, c'est justement la psychiatrie des gens qui sont d'autres cultures et qui ont subi des traumatismes violents. Et il raconte vraiment comment son travail à lui, c'est juste d'écouter et de reconnaître la différence de l'autre. Reconnaître la différence de l'autre. Écouter et reconnaître la différence. Et dans tous nos métiers, je pense que même dans le management des équipes, la reconnaissance du travail. Combien de gens souffrent de ça? Moi, j'ai un métier de la reconnaissance. Tous les frustrés dans mon métier sont ceux qui n'ont pas de reconnaissance en même temps. Et moi, j'ai cette chance de pouvoir faire des spectacles et à la fin, on m'applaudit. On me reconnaît. Et peut-être que je suis sur scène aussi pour ça, parce que j'étais dans une famille de 5, j'étais l'aîné, il y avait une promesse d'amour infernale, incroyable, et au bout d'1 an, c'était déjà foutu. Il n'y avait plus personne pour m'aimer, et puis il n'y avait pas de place, parce que dans la maison ça bossait, donc il n'y avait pas de temps pour moi. Et moi, je me sentais comme un enfant mal aimé. Et donc très vite, je vivais dans la gorouée, dans la tribu, et en même temps, j'avais envie de m'en extraire. Et toute ma vie, ça a été ça, finalement. Je me suis devant une gorouée, mais tout seul sur la scène, parce que là, je prenais tout pour moi. Et c'est toute mon histoire, ça. Prendre les bernes pour me les ramener sur la pia. Pour qu'on me dise, béd aux affaires. Vous voulez, pour finir, il va juste vous raconter une histoire. Parce que c'est une histoire qui pourrait être un hommage à mes parents. J'espère pouvoir un jour, peut-être pas, mais... L'histoire de 2 vieux. 2 vieux qui, avant, au moins 90 ans tous deux, se tenant la main. Là, elle a un châle sur les épaules. Elle s'aimant comme au premier jour. Et lui, la fait rire. Et elle rit. Henri, tu me fais rire, Henri. Et 90 ans tous les deux, ils s'aiment comme au premier jour, mais comme il dit Henri, ils font juste un peu moins l'amour qu'avant, parce que comme il dit Henri, avec l'âge, les raideurs se déplacent. Henri, tu me fais rire, Henri. Ils dansent aussi un peu moins qu'avant, parce qu'avant ils dansaient, c'était des valseurs. Ils allaient valser, hein. Un matin, Marie, le bientôt c'est Ferney, et trop bien pour l'ouvrage, il te prend le viré dans l'air pour de balaisosia qui chantent, et turbolant les ailes. Et le valseur l'alliant danser au thé dansant. Alors ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris. Comment est-ce qu'on peut appeler un endroit thé dansant, alors qu'il n'y a jamais vu quelqu'un boire du thé là-dedans? À Aubigny, l'appelons ça la foire fouille. Hein? La foire fouille. Parce qu'on trouve de tout, à pas cher, et pas toujours solide, mais pas cher.
Et donc, eux, ils y allaient pour danser, parce que c'était des valseurs. Puis là, ils dansaient un peu moins, parce qu'il y avait souvent des petits bobos, donc ils dansaient un peu moins. Et comme il disait Henri, à notre âge, quand on se réveille puis qu'on a plus mal, c'est qu'on est mort. Henri, tu me fais rire, Henri. Et puis un matin, au réveil, pour lui, c'est insupportable. La nuit a réveillé de vieilles douleurs, le deuil, la mao. Le serre les dents pour pas hurler. Il finit par dire, oh ma pauvre bonne femme, oh, je serais grand temps qu'il m'en aille. Oh, je serais grand temps qu'il forme mon parapluie. Dis pas ça, Henri. Si tu t'en allais, je serais plus que la moitié d'une. Alors lui, comme le voit qu'elle est triste, elle lui cramponne la main, puis s'en allant, bader sous un soleil humide d'avril. Allant marcher tout un moment jusqu'à se retrouver par hasard dans l'endroit où l'avant fait l'amour pour la première fois, n'a plus de 75 ans. Et là, miracle, le petit coin de bosquet n'a même pas été remembré. Il y a encore toutes les fleurs de printemps, la josinette, les orienceilles, les pirottes, il y a de l'égaille, l'herbe est à peine essorée, mais ça les met en ériguette. Puis ils se couchent dans l'herbe et ils se remettent à faire l'amour comme il y a plus de 75 ans. Et elle le trouve drôlement en forme, puis elle lui dit « Oh, tu t'abonzis avec l'âge, t'es encore plus vif qu'avant !» Oui, mais à 75 ans, il n'y avait pas la clôture électrique sous les fesses. Henri, tu me fais rire, Henri. Et quand il se relève, c'est elle qui lui prend la main et qui lui dit « On va partir tous les deux ensemble. » Et lui acquiesce. Et ils rentrent à la maison, faire leur testament, disant que le volant est enterré dans un simple linceul blanc, à même la terre. Puis il prenant une tisane, un bouillon de 11 heures, mais bien cash, bien dosé, pour être sûr de partir, pour toujours. Et lui part. Mais elle, on la réanime, on la rattrape à temps. Et elle hurle. Elle hurle qu'on lui a volé sa vie, qu'on lui a volé sa mort. Puis elle se tait. Elle dira plus jamais rien. Jamais. Jusqu'à s'éteindre comme une vieille lampe à son tour. Et là, on va rouvrir la fosse et on voit que du linceul d'Henri à son bras qui est sorti. Ça fait comme un grand lit. Et il la couche, elle. Et puis il referme. Et dans la nuit, les voisins, ils ont entendu la voix d'Henri qui disait « Alors, c'est à cette heure-ci que t'arrives ?» Henri, tu me fais rire, Henri.